Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être ici dans ce cadre assez exceptionnel qu'est l'Accor Arena. Alors, je n'ai connu ce lieu jusqu'à présent que pour des concerts ou des spectacles. Et là, de voir tous ces entrepreneurs, tous ces passionnés de business au même endroit pour les mêmes raisons, c'est fou. Ravie d'être ici pour les 10 ans de Big. Ce rassemblement business, le premier en Europe à l'initiative de la BPI. Et au programme de cette table ronde, la problématique suivante, comment les réseaux sociaux ont changé, ont révolutionné le business. Et bien entendu, pour adresser ce sujet vaste et important, je ne suis pas seule, je suis accompagnée par deux experts du secteur et je vais vous les présenter, bien entendu. Je vais commencer par Angelina Niedu. Bonjour. Salut Angelina, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors tu as toujours en réalité travaillé dans la communication sur Internet et aujourd'hui donc tu as 30 ans et tu as lancé ta formation en ligne sur ces questions. Tu es à la tête de ta propre agence, donc tu conseilles les marques, tu accompagnes les talents aussi dans ce secteur et très récemment tu as toi-même pris un autre tournant dans ce côté entrepreneurial puisque tu as lancé ta propre salle de sport au concept un peu hybride en plein Paris. Tu as géré la communication évidemment seule avec ton associé et tu vas nous en parler évidemment. Merci beaucoup. Merci. Et à ma gauche, David Hermelin. Bonjour. David, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur ce sujet. Tu es le directeur de la marque Celio, donc marque de prêt-à-porter bien connue. Et c'est sous ta direction, sous ton impulsion, je dirais, que cette marque a opéré une espèce de rebranding, et notamment au travers d'une communication sur les réseaux sociaux et vraiment 360. Et tu fais donc aussi maintenant partie du groupe qui a racheté Camaïeu, qui est devenu Bicamaïeu. Et c'est un cas d'école très intéressant duquel, évidemment, tu pourras également nous parler. Voilà, les présentations sont faites. Moi, je suis Agathe Auproux. Je ne sais pas si vous me connaissez, mais bon, voilà, je suis journaliste, animatrice et créatrice de contenu. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Et on peut d'ores et déjà commencer la discussion avec cette question qui peut paraître générale, mais qu'on va affiner au fil de nos échanges. Comment est-ce que les réseaux sociaux ont révolutionné la façon de faire du business? Quel est leur impact concret pour les marques, pour les institutions, pour les entreprises aujourd'hui et maintenant depuis plusieurs années? Angelina, si tu veux commencer là-dessus. Oui, alors déjà une chose qui est sûre, c'est que en termes de performance, les réseaux sociaux ont complètement révolutionné la façon de communiquer des marques, ne serait-ce que pour gagner en notoriété ou même en chiffre d'affaires. Ça permet en fait aux marques de devenir elles-mêmes un média et d'évoquer leur message, et ensuite de pouvoir activer des leviers comme l'influence qui permettent de toucher encore plus la cible et de vendre encore mieux un produit ou un service. Absolument. Voilà. C'est le métier d'influenceur qui a encore une connotation un peu négative en France. C'est finalement ni plus ni moins qu'un relais de communication pour les marques et institutions, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux cibler, et je pense que David va pouvoir nous le confirmer, si tu veux cibler la jeune génération, on va dire grossièrement les 18-35, ils ont complètement déserté les médias traditionnels. Donc c'est pas en achetant un spot de pub sur TF1 ou en communiquant dans des magazines que tu vas réussir à capter leur attention. Pour capter leur attention, il faut utiliser les plateformes qu'ils utilisent eux-mêmes, et c'est donc Internet et les réseaux sociaux, et c'est ce que Celio a parfaitement compris, parce que moi je vois énormément de collaboration de la marque sur mes propres réseaux sociaux, alors que de prime abord je ne suis pas nécessairement la cible puisque je suis une femme. Ah, tout à fait, et vraiment la stratégie d'influence elle est inhérente au modèle de Celio. C'est quelque chose que Sébastien Bismuth, le président de la marque, a bien compris depuis des années, puisqu'en fait on avait un média déjà qui existait, qui étaient nos magasins, nos magasins qui sont partout en France, mais ça demandait quand même que les gens viennent chez nous, ce qui est toujours le cas bien évidemment, et ça nous a permis d'avoir une conversation plus récurrente. En fait, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on garde le fil et on peut parler à tout le monde tous les jours, et on peut parler de manière différente. Et évidemment, il y a cette notion de cible et de cible différente qui est hyper intéressante quand on est chez Celio notamment, puisqu'on a des hommes de 15 à 70 ans qui viennent dans nos magasins, et ils n'aiment pas tous les mêmes choses. Évidemment. Et moi, je pense notamment, je pense que vous l'avez vu passer aussi chez vous, vous avez mis en place un concours assez inédit avec GMK, qui de base est influenceur voiture, youtubeur voiture, il fait du contenu autour des voitures. Et justement, avec la marque Celio, vous avez mis en place un énorme concours assez inédit en plus pour faire gagner une voiture à l'un des abonnés de GMK. Quelle était la réflexion derrière tout ça? Quelles ont été les retombées en termes de visibilité pour la marque?
Alors, c'est une réflexion qui a été vraiment en lien avec toute la refonte de la marque. On a relancé Célio il y a à peu près 4 ans maintenant avec cette nouvelle plateforme qui est le Binormal. Et dans le Binormal, il y a toutes les passions des hommes normaux, il y a toutes les normalités. Et quand on pense aux hommes, alors c'est très binaire ce que je vais dire, mais il y a évidemment les voitures. Donc très vite, Sébastien est arrivé un jour en me disant j'ai signé GMK. Et moi, je vois un grand bonhomme qu'on peut à peine habiller puisqu'on n'a déjà pas sa taille. Ça nous a demandé de refaire des tailles, de réfléchir au modèle. Et donc, on a commencé à penser à ce qu'on pouvait faire avec GMK et très vite est arrivée cette idée de faire gagner une voiture à notre communauté, d'avoir quelque chose d'un peu fou, un vrai buzz. Alors j'avoue qu'on savait que c'était un coup fort, mais on n'avait pas prévu ce qui allait se passer par la suite, parce que finalement on a eu 800 000 followers de plus sur notre communauté en 3 jours. Près d'1 million de personnes qui se sont abonnées à Célio, qui ont suivi la marque, c'est incroyable. Et qui sont toujours présents aujourd'hui, parce qu'on a perdu très très peu de gens sur cette communauté. Donc là on est complètement dans le pouvoir de l'influence et dans la manière de changer le recrutement du client, de changer la notoriété d'une marque et donc de faire du business évidemment. C'est exactement ce dont tu parlais, l'impact, la performance, le chiffre. Toi aussi, tu as piloté pas mal de campagnes d'influence avec donc des budgets colossaux, parce qu'aujourd'hui, pour les marques et pour les entreprises, ça représente une grande partie de leur budget communication. Est-ce que tu as des exemples en tête? Est-ce que toi, dans ta société, tu as justement des exemples similaires que celui que David vient de nous citer? Il y en a même avec lesquels on a travaillé ensemble, si tu te rappelles. Moi, c'est vrai que j'ai une société qui s'appelle Rich & Talent, où je fais vraiment du celebrity marketing, donc un peu comme toi tu l'as fait avec GMK. Je travaille plutôt avec des talents et des endorseurs, on va dire, plus que des micro-influenceurs. Et je trouve que ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour les marques, de vraiment passer par quelqu'un qui a un relais d'opinion différent et qui ne travaille pas vraiment avec tout le monde. Donc comme toi, c'était sur le secteur des voitures, mais par exemple pour Uber Eats, l'OP qu'on avait fait ensemble, on avait travaillé avec des athlètes. Ça marche très bien. C'est suivi par des communautés ciblées. Bien sûr. Par exemple des rappeurs, des chanteurs également. Des humoristes aussi, tu avais fait appel à des humoristes. On avait fait pas mal de choses. Et voilà, je pense que maintenant, en 2024, les marques, elles recherchent quand même à avoir des gens qui ont des talents à proposer, plus que simplement des petits relais d'opinion, même si la micro-influence, ça marche toujours très bien pour étaler quelque chose. Mais comme je reprends Célio, du coup, vu qu'on parle avec lui, mais ils viennent de le faire avec Morgan Charrière de l'UFC. Voilà, le fight, c'est quelque chose dans lequel les hommes se retrouvent, qui ont des communautés remplies d'hommes majoritairement. Et c'est important aussi parce qu'un influenceur classique, ça peut être suivi aussi par beaucoup de femmes. Et il y a toute cette notion de taux d'engagement, de qualité de la communauté, de l'âge d'une communauté qui est hyper importante à prendre en compte quand tu choisis les personnes avec lesquelles tu vas travailler pour telle ou telle marque. Et c'est super important de le mentionner parce que ça peut avoir une vraie différence et un impact considérable sur la transformation que ça aura, sur les ventes, sur le nombre de clics, sur le nombre sur le trafic d'une campagne. Et moi, du coup, je suis de l'autre côté parce que je suis du côté, du coup, plus talent ou personnalité, entre guillemets. Et je remarque, parce que maintenant, je suis dans ce milieu depuis une petite dizaine d'années. Là, par exemple, en ce moment, donc, je travaille avec la BPI, je travaille aussi avec le ministère des Sports et je travaille, par exemple, avec le groupe Ferrero. Et je pense que l'influence en elle-même a évolué et ça rejoint ce que vous dites. Ce n'est plus seulement, ce ne sont plus seulement des vitrines commerciales, c'est-à-dire qu'ils vont partager un t-shirt Célio avec un code promo. Ça va plus loin, c'est une personnalité, c'est une identité, c'est presque même une réflexion commune de qu'est-ce que cette personnalité, ce talent, comme tu le disais, peut apporter à mon image de marque. Et là, par exemple, donc, je travaille avec le groupe Ferrero sur une année entière et le groupe a des besoins beaucoup plus profond que simplement vendre des Kinder Bueno, tu vois, par exemple. Là, on va travailler ensemble sur toute leur politique RSE, donc c'est surtout leurs engagements en matière de nutrition, en matière de traçabilité de leurs produits, parce qu'ils ont toutes les problématiques d'huile de palme, de traçabilité même juste de leurs noisettes, etc. Et ça, c'est des sujets qu'ils veulent adresser et sur lesquels ils veulent éduquer leur communauté. Et donc, ça devient des sujets d'influence qui sont autres que, bon, bah, c'est bientôt Noël, regardez, je viens de recevoir ma boîte de Ferrero, je vous invite à aller les acheter, quoi. Je partage complètement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'on peut plus prendre les gens pour des idiots et faire des opérations où on prend le bon influenceur avec la marque qui va pas avec et du coup en fait et d'ailleurs on remarque de plus en plus que les influenceurs eux-mêmes sont beaucoup plus regardants sur les opérations qu'ils vont faire. Je vais prendre un cas, alors évidemment je vais prendre le case le plus récent qu'on a fait pour relancer Camailleux. Quand on travaille avec Lena Situation aujourd'hui, il y a une vraie adhésion entre les deux visions et donc on a relancé Camailleux qui était une marque complètement endormie, un rachat de marque.
Et il y a 1 an de ça, on annonce la relance sur une marque qui n'existe même pas encore puisqu'on n'a pas réouvert de magasin, avec Léna qui annonce sur ses réseaux sociaux la relance de Camailleux. Et là, du coup, c'est devenu un buzz énorme. Donc, effectivement, il y a ce crédit aussi qui est ajouté par l'influence quand on fait la bonne alliance entre l'influenceur et la marque, qui permet de raconter une histoire et d'aller sur des terrains sur lesquels nous, marque, nous n'irions pas normalement. Et Morgane Charrière en est un bon exemple. Ouais. Et pour rebondir un petit peu sur Léna, parce que j'ai fait pas mal d'OP aussi avec elle l'an dernier, c'est vrai que Léna choisit toutes ses opérations et elle porte un réel message parce qu'elle crée vraiment un lien très proche avec sa communauté, mais aussi par le travail qu'elle fait, elle, en parallèle, de toujours publier, d'essayer de construire des petites histoires. Et par rapport à toi aussi, par exemple, tu avais fait ça avec La Roche-Posay, il me semble. Ouais. Et c'était super intéressant parce que du coup, tu racontais quelque chose. C'était pas du one-shot avec un lien traqué et tout. Et je pense que maintenant, les marques, elles ont besoin d'avoir aussi de la répétition, comme on avait de la répétition à l'ancienne sur les médias classiques qui étaient par exemple la télé ou les pubs TV. Mais là, il faut revoir, réexpliquer les choses et réexpliquer le discours corpo à travers des ambassadeurs aussi. C'est exactement. C'est plus le terme ambassadeur qu'influenceur. Finalement, même GMK qu'on évoquait, vous n'avez pas fait seulement ce concours et ciao. Ça fait 3 ans, je crois, que vous travaillez ensemble. Et on a une vraie relation avec GMK aujourd'hui, d'ambassadeur. On pense à de prochaines opérations qui devraient faire du bruit. Et vraiment, aujourd'hui, on sait que comme si Célio était un satellite, on sait que sur la communauté GMK, on est présent et surtout, on est sincère sur ce lien. C'est pas quelque chose, c'est commercial évidemment, mais on est sur quelque chose qu'on a co-créé et qu'on construit au quotidien et qu'on continue. Donc, c'est pas simplement une opération. C'est ça, c'est une co-création, c'est une co-réflexion, parce que là, c'est la réflexion que je me faisais avec le groupe Ferrero. Comme on a signé un contrat d'1 an, j'ai sincèrement l'impression de faire partie de leur équipe de com et de marketing. On réfléchit ensemble aux opérations, on réfléchit ensemble comment les mettre en place, comment les faire vivre, sur quel réseau c'est le plus opportun. Donc c'est une réflexion de A à Z. C'est pas juste ils m'envoient un brief et du coup je vais l'appliquer selon moi, ma personnalité, mais du coup ça va beaucoup plus loin. Et je pense que c'est important de le dire, parce qu'encore une fois, le travail d'influenceur, donc vous travaillez directement avec eux parce qu'ils vous sont indispensables dans vos métiers pour communiquer, mais c'est autre chose qu'une simple. Ouais, et moi je trouve que j'essaie de l'utiliser de moins en moins, parce que oui, c'est des gens qui ont une parole qui porte à une grosse audience, mais le mot influenceur, je trouve qu'il est péjoratif. Tu peux dire talent, ambassadeur, et je trouve que c'est plus adapté, surtout qu'en fait il y a tellement de gens qui portent aussi les messages des marques, qui les améliorent aussi, parce que parfois quand tu es une marque et que toi tu t'adresses à un public, c'est souvent très marketé. Les équipes market, elles n'arrivent pas trop à toujours très bien humaniser le discours qu'ils veulent faire passer, même quand tu as un community manager qui peut être très bon, mais il y a aussi ce relais de personnes réelles qui est super important, et c'est là que les ambassadeurs, je trouve, prennent possession un petit peu des briefs et des choses comme ça, et parfois on se rend compte que c'est un travail de malade, et je trouve ça super intéressant de donner un brief un peu sharp et au final de le voir modifié, ça semble tellement plus smooth, que c'est bien mieux reçu par le public et les gens sont habitués à faire ça. Mais enfin, il faut surtout, je pense, que la personne soit adéquate au projet sur lequel il a été briefé, quoi. Ouais, c'est une véritable stratégie. Je partage complètement ce que tu dis. Effectivement, aujourd'hui, nous, quand on va aller chercher un talent, un influenceur, moi, j'ai pas de mal à utiliser le mot influenceur parce que, on parle d'influence et c'est quand même ce qu'on cherche, c'est de répandre l'information. Maintenant, je comprends qu'il a été maltraité, ce mot, ces dernières années. En revanche, effectivement, nous, quand on va chercher un influenceur, on va chercher son savoir, sa patte, sa communauté, ce qui va nous apporter, ce que nous n'aurions pas vu. Et on le fait aussi sur de la co-création. Je vais prendre un tout petit cas qu'on a fait récemment. On a travaillé avec Louis San, qui est un influenceur manga, qui a une marque qui s'appelle Oni, sur laquelle on a travaillé un petit drop de sa collection. Et en fait, ça a explosé cette semaine. C'est des produits qui ont cartonné. C'est des produits qu'on n'aurait jamais fait nous-mêmes. Et on l'a laissé créer, on l'a pas du tout bridé dans sa création, dans ses produits. On l'a laissé vraiment proposer sa collection avec notre savoir-faire de 40 ans de textile chez Célio. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça fait quelque chose qui fonctionne très bien. Ça, c'est quelque chose qu'on va répéter à l'avenir. Ah, mais ça, c'est super intéressant. Et même les créateurs de contenu ont envie de faire ça. Enfin, je sais que j'ai eu pas mal de fois cette demande, au lieu de faire des collabs avec des séries de stories, des choses un peu classiques, ils ont envie eux aussi de sortir des sentiers battus et d'aller vers des OP un peu plus créatives, avec un peu plus de
liberté. Et je pense que la communication digitale va s'orienter de plus en plus vers ça dans les années à venir. Et après, ça permet de faire des choses beaucoup plus atypiques, un peu plus hors du commun. C'est plus intéressant pour vous, pour nous, de travailler ensemble à réfléchir à des choses novatrices. C'est vrai que la création de produits, la co-création de produits, on le voit beaucoup plus. Et finalement, cette communication digitale, elle se met au service de quelque chose de concret, de palpable. Et c'est beaucoup plus gratifiant même de voir le fruit de sa collaboration entre les mains de quelqu'un. Et donc, au-delà, bien sûr, d'un gain de followers énorme, au-delà d'un gain de visibilité, donc on parle vraiment d'un gain de chiffre d'affaires, tout simplement. Oui, et puis d'un laboratoire. Et vraiment d'un laboratoire. Récemment, on a travaillé avec Carmine Corp aussi, qui est un gros player bien, le gaming, en gaming. Super bien. Moi, j'avoue que j'y connaissais rien. J'ai des équipes qui étaient complètement à fond. Et j'ai halluciné sur les événements qu'ils sont capables de faire et la puissance qu'on a eue à vendre leurs produits aussi. Donc aujourd'hui, Carmine Corp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ligue, une équipe de e-sport avec Prime et Kameto. Donc ils organisent comme ça des tournois sur pas mal de jeux en plus. Stream, c'est exceptionnel. Et donc c'est très jeux vidéo, qu'ils ont. c'est très Twitch, c'est très YouTube. Et vous êtes allé sur cette partie-là aussi. Et c'est ça la force de l'influence aujourd'hui, c'est d'aller sur des terrains que même si on les prenait demain pour faire 3 sweatshirts jeux vidéo, on aurait zéro crédibilité, on n'animerait personne, ce serait même un peu ringard pour être très honnête. Et du coup, on va avec les bons, avec ceux qui connaissent et on apprend plein de choses et ça nous fait évoluer, ça nous fait repenser. D'ailleurs, on a beaucoup recruté de jeunes, nous, ces dernières années chez Célio. On a la cible qui évolue énormément. Et c'est hyper intéressant de voir ça. Est-ce que tu es le plus vieux chez Célio maintenant, David ? Ah non, merci beaucoup Agathe. Non, je ne suis pas dans mes équipes, je suis le plus vieux. Non, mais c'est super intéressant aussi parce que c'est une marque ancienne. Et moi, je trouve que quelque chose qui est super pertinent, c'est aussi de se renouveler au niveau market-com sur tout ce qui est visuel. Et vous le faites aussi en magasin, mais aussi sur les réseaux sociaux. Parce que même si les produits sont bons, si votre image digitale est un peu dépassée, il faut vraiment prendre ce train aussi parce que c'est très compliqué, je trouve, de vendre et de bosser avec des gros talents si votre image de marque, elle n'est pas quali et si on ne porte pas la fierté de valoriser quelque chose, quoi. C'est beaucoup plus simple à faire quand on sent que c'est soigné, qu'il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement sur le design, que ce soit sur le site, que ce soit sur le logo, que ce soit sur les produits en général. Parce que pour accepter de travailler avec des marques, même si c'est des belles marques à l'ancienne, s'il n'y a pas de renouveau, c'est plus compliqué, je trouve. C'est comme par exemple promouvoir un produit à faible valeur monétaire. On va préférer travailler avec du luxe. Enfin, les gens vont préférer travailler avec du luxe. Mais s'il y a quand même ce truc un peu challengeant, comme tu l'as fait là avec Léna, qui est un rebranding de marque, et comme il me semble que tu l'avais fait aussi pour Jennifer, tout un rebranding, ça ouvre la porte aussi à la nouveauté et au progrès et à possiblement faire des améliorations aussi très visuelles qu'il n'y avait pas avant. Et effectivement, tu as raison, c'est vraiment une prise de risque mutuelle. Quand on travaille avec un influenceur aujourd'hui, nous, Célio, en tout cas, quand ça concerne Célio, on va prendre un risque parce que c'est un terrain nouveau et l'influenceur va devoir aussi réfléchir à l'adhésion, à l'adéquation entre les deux enseignes. Et généralement, on essaye de ne pas aller sur des terrains qui ne sont pas les nôtres. Il y a des terrains sur lesquels on ne va pas parce qu'on sait que ça ne nous ressemble pas, qui pourtant seraient des très bons leviers de chiffre d'affaires, mais qui ne participeraient pas à notre notoriété à terme et qui décevraient peut-être aussi la communauté. C'est ça. Il y a toute une cohérence globale à respecter de bout en bout. Et comme tu le disais, sur les réseaux sociaux, et bien sûr qu'il faut l'assumer, ça n'a rien de superficiel. Il y a toute cette dimension esthétique dont tu parlais. Les réseaux sociaux n'ont même pas la même esthétique. Par exemple, un contenu qui fonctionne sur Instagram ne fonctionnera pas nécessairement sur TikTok ou sur Pinterest, etc. Et il faut comprendre l'esthétisme global de ces réseaux. Et c'est vrai que, et ça c'est, je pense, d'abord vérifier avec la restauration, l'hôtellerie, etc. Les restos, les hôtels qui avaient une page Instagram travaillée, éditorialisée, avec des belles photos, un contenu, etc. C'était les restos dans lesquels on avait d'aller, tu vois. C'est les pages Instagram qu'on s'envoie en DM pour savoir où on va déjeuner le lendemain ou ce week-end, tu vois. Donc ça impacte visuellement le futur client et le consommateur et c'est primordial, quoi.
Ouais, je suis 100% d'accord. Vu que j'avais une boîte avant que j'ai revendu où je formais plutôt des PME sur leur transformation digitale, j'ai vraiment vu l'impact que ça avait pour certains qui avaient vraiment du talent. Je reprends l'exemple de la restauration et ça peut être du coup pour les small business aussi, mais que ce soit dans l'esthétisme ou dans la restauration, ou même dans l'habillement. Quand tu avais un rebranding total qui était refait, ça te permettait d'avoir une super base pour ensuite communiquer, soit faire des ads, donc du paid media, soit faire de l'influence, mais au moins ça permettait aux gens d'avoir une meilleure acceptation de tes propositions. Ouais, bien sûr. Tu disais un truc qui est hyper intéressant au début et je partage complètement, c'est comment les marques elles-mêmes deviennent des médias. Et en réalité, c'est aussi accepter de se dire que ce qu'on fait ne va pas être la seule chose qui va intéresser nos clientes, notamment chez Célio. On sait très bien, alors même si on a des très beaux produits et bien faits, on sait bien qu'il n'y a pas que nos produits qui vont intéresser notre communauté sur nos réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on a pris le pli d'animer les passions des hommes normaux aussi. Et en ça, on devient un peu un média et on essaye de leur donner envie de nous scroller tous les jours et de continuer à suivre les aventures de Célio. Complètement. Parce que du coup, Célio, qui est donc une marque de prêt-à-porter, donc qui vend des vêtements, vous ne vendez plus seulement que des vêtements, vous vendez toute une culture, tout un ADN et ça se retranscrit même dans votre stratégie du coup de communication digitale puisque vous produisez un contenu interne, par exemple des interviews avec vos ambassadeurs. Je pense par exemple au tennisman avec qui vous avez travaillé, des petits formats comme ça courts qui n'ont pas vocation de vous faire vendre plus de t-shirts, même si évidemment l'ambassadeur est brandé Célio, mais qui montre plus la personnalité de l'ambassadeur que vous avez choisi, comment elle est corrélée avec les messages que la marque véhicule. Donc ça va plus loin maintenant que... encore une fois, seulement vendre des produits, quoi. Ouais. Après, moi, je pense qu'il y a ce truc d'appartenance à une communauté. Donc, les gens se sentent fédérés, on va dire. Comme toi, quand tu partages des choses, les gens te connaissent. Mais en fait, même là, par exemple, moi, j'ai la salle de sport. Toi, tu as Célio. Toi, tu as ta communauté. Sur la salle de sport, on essaie de faire un truc où les gens vont se retrouver et se dire « Ah, j'ai envie d'être identifié un peu à ça. » Et je trouve que c'est aussi une grosse force de pouvoir se dire « Ok, est-ce que mon produit, mon service ou moi, ce que je propose donne assez envie aux gens de me ressembler ou d'être identifié à cette image-ci ?» Et ça, c'est un truc sur le discours qui doit être fait au quotidien, sur ce qu'on poste, sur la façon dont on répond aux gens. Et c'est là que ça devient vraiment un média et que la marque devient humanisée, entre autres, grâce au digital. Bien sûr. Complètement. Je partage complètement et c'est vraiment dans notre stratégie aujourd'hui. Nous, on a une stat qui nous anime beaucoup, c'est que 80% des hommes s'en foutent de la mode. Du coup, c'est pas simple quand on a une marque de textile. Et c'est vrai que dans ces discussions avec Sébastien, on a dit, et quand on nous a présenté le binormal, on s'est dit qu'il fallait vraiment tracer dans ce sens et que ça voulait dire que finalement, notre sujet principal, on devait le garantir une fois qu'on avait le reveal en magasin ou sur notre site internet, qu'on ne pouvait pas se planter sur ce qu'on savait faire depuis 40 ans, mais qu'en tout cas, c'est pas comme ça qu'on allait le faire savoir. Bien sûr. Non, c'est sûr. En tout cas, et je sais que Angie est d'accord là-dessus, le travail que tu as fait avec Célio est vraiment un exemple parfait de ce que doit faire une marque et de comment doit se positionner une marque et de comment une marque doit utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est même devenu... évident pour les gens que Célio fait partie de ces marques qui représentent parfaitement la Gen Z et la génération Y. Et on va chez Célio pour avoir le t-shirt brandé avec le manga qu'on adore, la série qu'on regarde depuis des années, portée par le sportif qui nous fait rêver ou par, encore une fois, l'influenceur et l'ambassadeur qu'on suit sur les réseaux et dont on aime la personnalité, tu vois. Donc, et vraiment, ça, c'est possible que si on a une direction qui est moderne, qui comprend son époque et qui va venir chercher, challenger. Ça, c'est la première étape et c'est de s'entourer de ceux qui savent. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont jeunes, on a des créateurs de contenu à l'intérieur des équipes, on a des recrutements qui sont plus les mêmes qu'avant. Donc on a besoin d'être nourri et c'est plus la marque sait et fait ce qu'elle pense être bon. C'est qu'est-ce que j'arrive à extraire de ce que je vois et comment je le réutilise pour comprendre mon époque. Je pense que c'est comme ça que tu as une bien meilleure conversion parce que même moi, à l'époque, quand je devais m'occuper de la partie training sport sur l'homme, quand je travaillais pour Puma, j'avais pris aussi des mecs du gaming, j'avais pris des streamers, j'avais pris des fighters. Et en fait, on avait vu que les ventes, il y avait une bien meilleure conversion en fait sur les ventes et sur le trafic en fait, parce que c'était les bonnes communautés, comme vous l'avez fait, parce qu'en fait, il y a plein de types d'hommes différents. Mais bon, après, c'est vrai que les passions des hommes restent un peu.
assez large, mais en tout cas, c'est vrai que les vêtements ne sont pas leur passion principale. Donc, c'est bien de corréler tout ça, je trouve. Et c'est vrai, hein, un contenu de qualité, c'est hyper important. Donc voilà, passer aussi au format vidéo. Moi, par exemple, là, je travaille avec des community managers. C'est hyper important pour moi que tout le monde maîtrise l'outil vidéo parce que tout le monde veut voir ça. Donc que ce soit sur TikTok qui est aussi super fort pour créer du reach, de l'engagement. On le voit sur les datas. Hein. Ça parle de TikTok quand ça crée des trends. Et des trends, ça drive du trafic de malade. Et c'est comme ça. Donc voilà, tous les gens qui créent du contenu, il faut qu'ils soient à l'aise avec ces créations en vidéo. Même les marques, toi, hein, je sais que nous, on sollicite souvent les briefs, c'est un réel maintenant, plus des stories. Et voilà, mais il y a toujours le réel ou le TikTok qui apparaît. Donc il y a aussi ce truc du format vidéo qui a encore changé parce qu'on est passé de l'affichage aux réseaux sociaux, aux pubs télé. Maintenant, c'est carrément le format vidéo que les créateurs de contenu doivent faire et que les marques doivent faire au quotidien. Et il y en a plein qui ne maîtrisent pas encore ça, alors que c'est trop important. Oui, bien sûr. Et pour faire une équation très simpliste et un peu grossière, donc une bonne stratégie de communication et de marketing digital sur les réseaux sociaux égale en gros succès, et zéro stratégie de communication digitale ou une mauvaise stratégie de communication digitale peut être égale échec. Et est-ce que c'est pas l'une des raisons qui peuvent expliquer peut-être le fait que Camaïeu a complètement périclité? Est-ce que Camaïeu n'a pas pris ce virage au bon moment? Est-ce qu'il n'avait pas une équipe qui était dédiée à ça et qui faisait un travail comme ce que vous avez entrepris chez Célio? Et est-ce que vous, dans votre stratégie justement de rachat de cette marque à l'image très vieillissante, c'est là-dessus que vous allez concentrer vos efforts, bien sûr, quoi? Alors, moi, je ne travaille pas directement sur Camaïeu, mais je participe effectivement aux discussions et je suis le projet, parce que c'est un projet qui est vraiment une transformation pour l'entreprise. On passe d'une marque complètement masculine à une marque qui fait l'homme et la femme, donc c'est une révolution pour nous. C'est super challengeant, en vrai. C'est super challengeant, mais c'est hyper intéressant. Je ne sais pas pourquoi Camaïeu, je sais qu'ils ont essayé, donc on ne peut pas dire que ce n'est pas des marques qui ont essayé. Ce que je pense en tout cas, c'est que aujourd'hui, si je peux parler de la stratégie de Camaïeu, c'est de réinventer Camaïeu dans son air du temps, sans essayer de suivre les leaders. Et je pense que ça, c'est vachement important aussi. C'est qu'aujourd'hui, quand la marque Camaïeu est lancée avec le groupe Célio, on n'essaye pas de faire comme tout le monde. On essaye de faire quelque chose qui est différent, mais qui garde du bon sens et qui va venir créer quelque chose de nouveau sur le marché. Et je reprends le thème un peu de ce big media. C'est ça le progrès aussi. C'est aller vers quelque chose qui va vers un idéal. Enfin, c'est par étapes aller vers un idéal progressivement qu'on s'est fixé. Et cet idéal, c'est de faire quelque chose de différent. Donc, oui, les réseaux sociaux en font partie. Et aujourd'hui, dans la stratégie de refonte de Camaïeu, il y a eu le lancement avec Léna, mais il y a aussi le suivi sur les réseaux sociaux de la refonte de la marque pendant 1 an, avec des ambassadrices, avec la participation d'une communauté. Il y a eu un peu les coulisses de la refonte d'une marque. Et ça, c'était quand même génial. Ça, c'est très intéressant d'apporter ce côté backstage, coulisses qui plaît de toute façon beaucoup. Et je pense que les gens aujourd'hui veulent de l'authentique et veulent pas qu'on leur raconte que tout est extraordinaire, comme on peut se planter, on peut se relever. Et c'est comme ça que cette marque, elle renaît aujourd'hui. Et c'est né vraiment de l'idée de se dire comment on a un Célio féminin avec le crédit d'un nom. Ouais, c'est ça. Comment être plus authentique, comment être même plus transparent. Et David m'a devancé sur une espèce de conclusion. J'allais vous demander votre définition du progrès. Donc David, tu as commencé à donner la tienne et elle allait parfaitement avec le témoignage d'expérience. Et toi, Angie, si on doit te dire la définition du progrès dans le business, dans toi, dans ton expérience personnelle, qu'est-ce que ça a pu représenter? Je pense que je donnerais un synonyme au final qui est l'innovation. Donc c'est se renouveler, essayer de proposer des choses nouvelles, plus impactantes, qui changent, ne pas trop copier mais essayer de se réinventer, de réinventer ta stratégie à l'image d'aujourd'hui, donc en 2024 avec des créations impactantes et différenciantes, une bonne stratégie d'ambassadeur et d'endorsement et un pay média ajusté par rapport aux besoins sur quelque chose de très ciblé en tout cas. Et toi, sur le secteur dans lequel tu viens de lancer ton business qui est le sport, quelle a été ta stratégie justement pour proposer quelque chose de différent? Alors c'est vrai que là, je réexplique un peu. Je viens d'ouvrir une salle de sport qui ouvre demain, qui s'appelle Carbone Paris. Donc, en gros, ça va être un mix de Pilates Reformer, quelque chose qui est très en vogue pour les femmes en ce moment, de musculation et de booty building. En vrai, moi, ce que j'ai créé, c'est vraiment déjà toute une image de A à Z
qui mixe un peu l'art, le design et l'architecture d'intérieur pour avoir un espace vraiment réel, parce que du coup ce n'est plus que du digital, même si avant je travaillais vraiment que sur du digital. Mais moi. je sais qu'en plus tu as travaillé cet espace donc physique pour qu'il soit réseau friendly. Exactement. Parce voilà, que quand tu c'est vas ce qu'on dans a ta fait. salle de sport Donc voilà. et Donc que ça tu a as passé un par- bel espace, un beau miroir avec le branding que tu as fait, Tout etc. à fait. Pour Donc te voilà, prendre tout en est photo, focalisé sur pour le te branding, pour motiver, créer etc. ça. Exactement. Comme Agathe vient de l'expliquer, bien exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, tout a été pensé vraiment pour que ce soit très esthétique et on va dire, c'est horrible de dire ça, mais instagrammable. En tout cas, c'est le mot qui s'y prête, avec un branding adapté, des phrases très catchy, du logo partout, mais assez discret, pour que quand les gens viennent, tout le monde fasse des photos. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a déjà eu plus de 500 photos de personnes vraiment qui font les contenus qu'on avait espéré. Et c'est vraiment trop chouette de voir cette passerelle physique, digitale de mon expertise et qu'on va en train de booster là, justement, avec déjà un branding réseaux sociaux super quali, mais plus aussi toute la strate influence où là on va commencer à inviter un maximum de personnes, puis aussi la partie média, RP, influence. Cette discussion est passionnante et je pense que comme moi vous avez l'impression que ça fait 3 minutes que nous discutons, mais non, ça fait déjà 30 minutes et beaucoup de conférences et de tables rondes vont s'enchaîner ici à l'Accor Hotel Arena et ici sur le plateau de Big. Donc c'est l'heure pour moi de remercier mes invités. David, merci beaucoup de nous avoir offert ton témoignage, ton expérience, ton expertise extrêmement précieuse sur ces sujets et encore bravo pour tout le travail accompli avec Célio et avec Bicamailleux, même si ce n'est pas toi directement, tu fais partie de cette équipe. Angelina, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces sujets dans lesquels tu évolues depuis maintenant une dizaine d'années. Merci beaucoup et on te souhaite le meilleur évidemment avec cette salle de sport à Paris. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt. En tout cas, ici, c'est pas fini, ça dure jusqu'à 19h, je crois, donc restez connectés. Ciao! Merci Agathe.